Choisir un camp. Chapitre 7. Arrestation. Louise, 27 juin 1944. Nous avons appris la libération de Valognes, dernier verrou avant Cherbourg pour les Américains. En entrant dans la ville le 20 juin, ils se sont aperçus lors d'une reconnaissance à travers les ruines de la ville que les Allemands l'avaient abandonnée depuis le 17, d'après quelques habitants croisés dans les rues encore désertes. Les derniers éléments s'étaient repliés dans la nuit du 19 au 20 juin pour vraisemblablement se concentrer sur la défense de Cherbourg. Cependant, les destructions occasionnées par les bombardements étaient telles que la progression à travers les rues était difficile, notamment pour les véhicules. À travers les ruines, les Américains ont découvert les vestiges du centre de transmission allemand dans plusieurs bâtiments et notamment dans un bunker. Les Valognais, eux, sont traumatisés par la libération de leur ville, bombardée presque tous les jours par l'aviation et l'artillerie alliée. Il paraît que le spectacle y est atterrant. Les hôtels particuliers renommés, l'église Saint-Malo et de nombreux quartiers que Walter et moi connaissons ne sont plus que décombres. L'hôtel de ville a été ravagé par les flammes d'un des nombreux incendies accentués par les obus au phosphore. Afin que les colonnes américaines puissent traverser la cité, les bulldozers ont dû déblayer et retracer les rues. Plusieurs centaines de Valogniers ont péri. Heureusement, une grande partie de la population avait fui vers les campagnes environnantes depuis le débarquement. J'espère que mon oncle et sa famille ont fait partie de ceux qui ont fui, ou qu'au moins ils ont survécu. Walter et moi pensons à l'hôpital et à tous ceux que nous y connaissions. Dans les champs aux alentours de l'établissement, 120 draps blancs avaient été cousus et au centre une grande croix rouge avait été tracée. En amont, les toits du centre hospitalier avaient aussi été peints en rouge. Mais les raids aériens les avaient ignorés et les bombes étaient tombées de partout, mais sans atteindre directement l'édifice. Nous imaginons les murs qui tremblent, les blessés terrorisés, les chirurgiens et les infirmières opérant et soignant sans relâche. En attendant, c'est ce que nous aurions fait. Ça avait d'ailleurs été le cas d'après les témoignages de rescapés qui ont de la famille à 40 ans et sont venus y chercher refuge. Des médecins et des infirmiers étaient venus de Cherbourg prêter main forte aux équipes submergées par l'afflux des blessés. En tout cas, les Allemands ne semblent pas désarmés. Même Londres a été bombardée le 13 juin par des bombes volantes. Walter nous explique ce que sont les V1 et les V2 et qu'il y a des rampes de lancement dans le département. Mais il pense plutôt que les engins qui sont tombés sur Londres viennent de rampes installées au-dessus de Rouen ou dans le nord de la France, voire en Belgique. Même si la tête de pont établie par les Alliés tient bon, ils n'ont pas encore pris camp. Par-dessus le marché, la tempête des 19 et 20 juin a détruit le port artificiel de Saint-Laurent-sur-Mer et endommagé celui d'Arromanches. De quoi perturber le ravitaillement en carburant, munitions, vivres et équipements pour les forces alliées. À cause d'elle, des dizaines de navires ont été coulés ou échoués et près de 140 000 tonnes de matériel ont été perdues. Le contrôle de Cherbourg devient urgent et les Américains l'ont atteinte depuis le 21. La chute de la ville n'est plus qu'une question d'heure. Ils occupent pratiquement toute la moitié nord du département et sont aux portes de l'Essay et Saint-Lô. Même chose dans le Calvados. C'est déjà beaucoup, d'après les hommes. Cependant, ces derniers jours, je peine à m'intéresser au pays. Je préfère occulter la guerre pour éviter de nouvelles crises d'angoisse, comme celles qui m'ont secoué la semaine dernière. Nous sommes à 40 ans depuis près de 2 semaines. Je n'ai vu mes parents que 2 fois, et seulement pendant quelques minutes. Seule chose positive, nous progressons dans notre enquête. Nous savons que la Gestapo, flanquée du SD qui l'assiste dans ses basses besognes, utilise les services d'un certain nombre de Français et Françaises, tels Chénaud, Dufour, Le Nourri et Fernandez, afin de faire entrer des moutons dans les groupes de résistants pour abattre les réseaux. En outre, les services de police allemandes ont quitté Saint-Lô le 15 juin pour se réfugier à Saint-Jean-du-Corail, dans le château de la baronne de Boissière, accompagnés de leurs mercenaires français. Donc, Räuber peut être soit avec eux, soit à Cherbourg. Walter
penche plus pour Cherbourg, car la 709e division d'infanterie à laquelle il est rattaché a reculé les 20 et 21 juin du secteur de Montebourg-Valognes vers le secteur fortifié de la forteresse Cherbourg et a été renforcée par l'intégration de marins. Qui plus est, le commandant de la division, le général de division Karl Wilhelm von Schlieben, a été nommé commandant de la Festung. Reste à savoir si Räuber fera partie de ceux qui tomberont aux mains des Alliés. Quant à Émile, il aurait été vu à 40 ans. Cette information rend Bernard très nerveux. Le milicien et lui avaient autrefois été amis d'enfance. Ils avaient collectionné les mauvaises blagues dans le village à cette époque. Bernard avait pris ses distances, cette fameuse année où Émile avait jeté son dévolu sur moi et montré son vrai visage. Walter propose de se charger du milicien, mais Bernard refuse, estimant de son devoir de s'en occuper lui-même. D'après les informations qu'il a recueillies, son ex-ami se rend tous les soirs vers 18h dans une maison proche du café de la rue Torteron, et seul. D'après lui, soit il prépare quelque chose, soit il va dans cette maison pour une fille. « Tu es sûr qu'il se déplace toujours seul ?» demandai-je, inquiète. « Certain. Et vous avez vu qui habite cette maison où il se rend ? À part Émile, je n'ai jamais vu personne y entrer ou en sortir. Vous avez peut-être été repéré, aimai-je. Je ne crois pas, déclare Walter. Nous ne sommes jamais habillés pareil, nous changeons à chaque fois d'itinéraire. La maison a peut-être une autre issue, poursuis-je. Je ne la sens pas, cette histoire. Ce type est dangereux. Peut-être qu'il vous a repéré et veut vous attirer dans un piège. Notre discussion se poursuit jusque tard dans la soirée. J'ai beau reprendre toutes mes notes, croiser les informations qui pourraient confirmer ou infirmer ma thèse, mais rien à faire. Louise, 29 et 30 juin 1944. J'ai réussi à convaincre Bernard et Walter de ne pas investir cette maison où Émile semble si assidu. Cherbourg est tombé avant-hier aux mains des Américains, et mon principal argument a été de vérifier d'abord si Räuber pouvait être tombé entre leurs mains. Afin d'éviter toute catastrophe, j'ai fait parvenir un message à ma mère, que Désiré lui a remis en main propre. Il ne faut surtout pas qu'elle, mon père ou Bizet prennent le risque de venir nous voir, au cas où nous serions repérés. Nous en savons beaucoup sur les miliciens qui se planquent dans 40 ans. En revanche, les allées et venues solitaires de notre ennemi personnel dans la maison de la rue Torteron restent une énigme. Cependant, j'ai l'impression que mes deux compagnons ourdissent un plan. D'ailleurs, ça se confirme quand je les vois partir en trombe après le petit déjeuner, sans daigner me parler de quoi que ce soit. Ni une ni deux, je les suis et les intercepte dans la cuisine. Où allez-vous comme ça? Les Américains ont eu Räuber. Nous allons nous occuper d'Émile. Pas question qu'il s'en sorte, Serette. Vous, quoi? Ne t'inquiète pas, on va l'avoir, ce cinglé. Je suis sidéré, et je les regarde partir, munis chacun d'une arme, Bernard avec un Browning GP et Walter avec son Luger, dont il s'est si peu servi. Le temps passe bien trop lentement. Pourtant, j'ai de quoi m'occuper avec les clients du café. Mais j'ai beaucoup de mal à rester concentré. Je ne pense qu'à Walter et Bernard, et à ce qu'ils ont prévu de faire. Les heures défilent, et toujours aucune nouvelle. Je ne touche même pas à mon repas de midi. Mon estomac est trop contracté. L'après-midi, entre deux clients, je relis les notes de mon carnet. J'en connais chaque page sur le bout des doigts. Virginie a fini par m'envoyer me reposer. C'est vrai que je suis épuisée. Je finis par m'endormir, recroquevillée en position fétale. Quand je me réveille, il fait sombre. Combien de temps ai-je dormi? Le réveil sur le chevet indique 20h40. Je bondis sur mes pieds et me rue dans l'escalier, surprenant Virginie en train de faire la vaisselle du dîner. « Te voilà réveillée, ma belle ? Je suis allée te voir avant le dîner, mais tu dormais si bien que j'ai préféré te laisser te reposer. »« Tu es seule ? demandai-je haletante. Où est Désiré ? » Il est parti aux nouvelles, m'explique-t-elle. Bernard et Walter l'avaient mise au courant de ce qu'ils allaient faire. Virginie réussit à me faire tenir tranquille un petit moment, tentant de me rassurer. Elle me propose quelque chose à manger, mais je n'ai toujours pas faim. Je suis tenaillée par la peur. Et s'il était arrivé quelque chose à Bernard et Walter? Vers 22h, je n'y tiens plus.
Bien que j'ai l'interdiction de sortir, je monte en 4e vitesse me changer pour mettre un pantalon et un vieux pull. J'attache mes cheveux et les dissimule sous une casquette. Dans mon sac à dos, je fourre mon Webley Pocket et un couteau. Bernard et Walter ignorent que je possède ce revolver que m'a confié ma mère, qui en possède un aussi. Je redescends 4 à 4 pour prévenir Virginie de mes intentions, quand j'entends le bruit de la porte du café. Je sors mon arme et fais signe à Virginie de se mettre à l'abri dans un coin de la pièce. Je m'accroupis derrière un fauteuil. C'est avec soulagement que j'entends les voix de Bernard, Walter et Désiré. Je peux sortir de ma cachette sous les yeux écarquillés des 3 hommes. Je me précipite vers eux en gueulant. « Qu'est-ce que vous faisiez, bon sang? Il était -1, je sortais pour aller vous chercher. » Je m'arrête net en voyant du sang sur leurs vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me jette sur Walter et l'étreins convulsivement en sanglotant. « J'ai eu si peur. Tu ne m'as même pas dit au revoir ce matin. »« Calme-toi, mon amour. Je t'en prie, calme-toi. Vous l'avez eu? » « Je l'ai blessé, Serette, dit Bernard. Mais nous avons eu les autres miliciens. Je vois bien à leur mine qu'il y a autre chose. Malheureusement, Émile s'est enfui en emmenant Bizet avec lui pour se couvrir. » Bernard m'explique alors comment les choses ont dérapé. Il n'avait pas eu de difficulté au départ. Ils étaient 4 avec mon père et Bizet, et il n'y avait que 3 miliciens dans l'arrière-salle du café à leur arrivée. Mais Émile et un autre milicien les avaient repérés en entrant. Ils s'étaient échappés sans demander leur reste et avaient tenté de les semer. Bernard et Walter s'étaient donc séparés, le premier prenant en chasse Émile et le second son complice milicien. Si Walter avait réussi à avoir son milicien après une longue course-poursuite, Bernard avait été plus à la peine et avait eu besoin de l'aide de mon père et Bizet. Tous 3 avaient pisté Émile jusqu'à l'extérieur de la ville. Dans la lutte, Bernard l'avait blessé à l'épaule, mais notre ennemi s'était enfui en menant Bizet avec lui. Finalement, le coq est toujours dans la nature, conclut Désiré. Lorsque nous nous retrouvons seuls, moi et Walter, je vois bien qu'il n'ose pas me regarder. C'est vrai que j'étais furieuse que mes 2 compagnons aient préparé leur coup dans mon dos. J'avais surtout eu peur que mon amoureuse se mette en danger pour supprimer celui qui m'en veut à mort. Il se déshabille en silence, l'air désemparé. Je me jette de nouveau sur lui en pleurs pour me blottir dans ses bras. J'ai été malade de frousse toute la journée. Tu ne m'as même pas embrassée en partant. J'ai eu si peur de te perdre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Vous n'avez pas confiance en moi? Je ne suis pas la petite chose fragile que vous croyez. » Contrit, il se confond en excuses plusieurs fois. Je finis par le faire taire, en plaquant mes lèvres sur les siennes, pendant qu'il me soulève pour me déposer sur notre lit. Le lendemain matin, nous prenons tous notre petit déjeuner dans la cuisine, contrairement à notre habitude. Bernard se confond en excuses pour avoir été trop impulsif et avoir entraîné Walter dans cette opération commando. Puis le silence s'installe, seulement perturbé par Walter qui tourne sa cuillère dans son café sans interruption depuis une bonne minute. Désiré finit par ouvrir la bouche. « Qu'allons-nous faire maintenant ?»« Je crois que nous devrions faire confiance à Louise, déclare Walter. Je ne voulais pas l'impliquer afin de ne pas l'inquiéter, mais c'était une mauvaise idée. Nous aurions dû lui demander aussi son avis. Émile n'est certainement plus dans les environs, poursuit Désiré. Je demande à Bernard d'aller chercher la carte de la région, car si le milicien n'est plus à 40 ans, il a dû essayer de se réfugier dans une ville encore contrôlée par les troupes allemandes, d'autant qu'il est blessé. Mon père arrive au moment où Bernard applique avec ce que je lui ai demandé. Une fois la carte étalée sur la table de la cuisine, nous nous penchons dessus. « Qu'ont-ils dit à la radio sur l'avance des Alliés ?» demandai-je. « Ils n'ont toujours pas pris camp, annonce mon père. A priori, la ligne de front passe juste au-dessus de Port-Bail, la haie du Puy, Perrier, Saint-Fromont, Pont-Hébert, le Mesnil-Rouxlin, Torigny-sur-Ville, Saint-Martin-des-Bezasses, Villers-Bocage, Bretteville-sur-Odon et juste à l'ouest de Saint-Contest, Colombelle, Saint-Nerville et Merville. Il trace au fur et à mesure, à l'aide de son index, une ligne de front imaginaire sur la carte. La moitié nord de la Manche et une petite partie nord-ouest du Calvados sont aux mains des Anglo-Américains. Moi, si j'étais à sa place, avançai-je, j'irais dans une ville encore allemande,
où je pourrais avoir le soutien de la milice et où je pourrais avoir une chance de m'enfuir si ça tourne mal en évitant les Alliés. Nous tombons tous d'accord qu'il n'y a que 2 solutions, Saint-Lô ou Caen, 2 villes où il y avait des antennes de la Gestapo et qui sont certainement encore actives. Nous écartons Cherbourg, complètement encerclée, et Granville. Bien que cette dernière soit moins éloignée de 40 ans que Caen, Émile a, semble-t-il, plus de connaissances chez les Allemands du côté du Calvados ou à l'antenne régionale de Rouen, où se trouve l'imposant dispositif policier. D'ailleurs, l'inspecteur de la brigade dite antiterroriste, Louis Ali, dispose d'un bureau à Caen, attribué par la Gestapo, et assure les liaisons. Quant à l'antenne des renseignements généraux dans la Manche, depuis le départ du commissaire Lanier, ce doit être Ponceau qui gère avec son collègue, Trouvé. Aux dernières nouvelles, ils sont toujours à Cherbourg. Nul doute que le milicien connaisse ces personnages impliqués dans différentes opérations contre la résistance, suivies d'exécutions ou de déportations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de miliciens à Caen, aimait Bernard. Leurs responsables y sont toujours en activité à notre connaissance. Cependant, je pense qu'il ne va pas trop s'éloigner de ceux qu'il pourchasse, et il sait à qui s'adresser ici dans le département. Je suis quasi certaine qu'il va choisir Saint-Lô. Je convainc cependant les hommes de ne rien précipiter, même si la vie de Bizet est en jeu. D'ailleurs, je suis persuadée qu'Émile l'a déjà tué ou livré à la SD. Mais je n'en pipe pas mot. Bernard, lui, est certain qu'il va le garder en vie comme appât. Tout comme eux, je souhaiterais récupérer Béziers vivant. D'un seul coup, mes jambes se mettent à trembler. Je suis oppressée. Je sens les bras de Walter se refermer sur moi. Je l'entends dire aux autres que je fais une crise d'angoisse. Je crois que tous ces événements la stressent énormément. Elle fait des crises d'angoisse presque tous les jours. Je sais qu'elle aimerait rentrer chez elle, mais elle refusera de le faire tant qu'Émile ne sera pas neutralisé. Je m'en occupe. Elle a besoin de repos. Elle a surtout peur pour toi, ajoute Bernard. J'ai un bon réseau de personnes de confiance ici, dit Désiré. Je vais leur demander de te relever quelque temps, Walter, pour que tu t'occupes d'elle. Et toi aussi, Bernard. Désiré a raison, ajoute mon père. Elle a besoin de repos et de vous avoir auprès d'elle, tous les 2. La ville est sécurisée maintenant. Sortez un peu, faites-lui prendre l'air, changez-lui les idées, tout en gardant vos fausses identités. Il vaut mieux être prudent. Pendant leur échange, Walter m'oblige à respirer profondément et calmement, en me donnant le rythme avec sa propre respiration. Les larmes coulent sur mon visage et je ne peux les retenir. Puis d'un seul coup, c'est le trou noir. J'émerge en début d'après-midi. Le soleil inonde la chambre. Je porte ma main devant mes yeux éblouis. Walter est allongé près de moi. Il m'observe d'un air inquiet. « Comment te sens-tu » ? « Fatigué. »« Il est évident que tu ne vas pas bien. Ces crises d'angoisse répétées ne surviennent pas par hasard, Louise. Tu peux tout me dire. Je suis là pour toi, mon amour. Tu as vécu des choses difficiles ces derniers temps, comme nous tous. J'ai peur pour toi, Walter, pour mes parents, pour Bernard. J'aimerais tant rentrer chez moi, retrouver une vie normale. Me promener, main dans la main avec toi, aller à la plage, exercer de nouveau mon métier. Je sais que pour l'instant c'est impossible. Nous pouvons rentrer à Sainte-Mère-Église si tu le souhaites. Je dois avoir l'air éberlué car elle poursuit. A priori, si Émile est à proximité de Saint-Lô ou à la rigueur de Caen, nous ne risquerons pas plus à Sainte-Mère qu'ici, maintenant qu'il sait que nous y sommes. Et Désiré a des amis ici qui peuvent continuer le travail à notre place. Non, je ne veux pas abandonner Bizet. Pour l'instant, laissons-les collecter des renseignements, et nous aviserons ensuite, si tu veux. En attendant, nous pouvons réaliser un de tes souhaits. Lequel ? Nous promener, tous les 2. Mais avant, tu devrais manger quelque chose. Après avoir accepté de manger une pomme, j'enfile un cardigan sur ma robe à carreaux, et je pars me promener, accroché au bras de Walter, comme le couple marié que nous sommes censés être. Je suis ravie qu'il n'ait pas été un cousin ou un frère. Nous n'aurions pas pu nous toucher comme nous le faisons cet après-midi d'été, qui fait plutôt penser à une journée d'automne, tant il fait frais. Enfin, je peux voir cette fameuse clinique où les Américains ont aménagé une infirmerie. Walter voit bien que je regarde avec nostalgie
les brancardiers et le balai des ambulances Dodge, à 200 mètres du café de Désiré et Virginie. « Ça te manque, n'est-ce pas ?» Je hoche la tête tristement. « Pas toi ?» lui demandai-je. « Bien sûr que oui. Pourquoi ne proposerions-nous pas notre aide comme bénévole, au moins le temps que nous sommes à 40 ans ?» Nous entrons donc dans la cour de l'ancien hôtel particulier, dont la partie centrale est surmontée d'un large fronton triangulaire. Puis de chaque côté, les fenêtres, les lucarnes, les cheminées se répondent deux par deux. Sur la rambarde du balcon en fer forgé, au-dessus de la porte principale, je peux y lire les initiales des grandes familles carentanaises qui ont occupé les lieux. Nous nous présentons comme deux bénévoles et demandons à voir le médecin qui est responsable du 308e bataillon médical de la 83e division d'infanterie. Le soldat, auquel nous nous sommes adressés, nous répond que le major Burns, qui supervise les soins, est à l'étage et que l'entrée est côté jardin. Nous suivons ses indications et empruntons le grand escalier à double volée qui mène à l'entrée. Je me sens légèrement étourdi et je m'accroche à la rampe en fer forgé sous le regard inquiet de Walter. « Chérie, ça va ?»« Oui, rassure-toi. C'était juste une sensation de vertige. Je n'ai pas mangé grand-chose à part une pomme. J'aurais dû t'écouter, c'est de ma faute. » J'attends quelques secondes que le malaise passe. Pendant cette courte pause, je remarque que si au rez-de-chaussée et au premier étage, les linteaux des fenêtres sont cintrés, au deuxième étage, ils sont droits. Puis, je respire un grand coup. « Ça y est, c'est passé, » dis-je à Walter. Nous entrons dans le bâtiment à la recherche du major Burns. D'abord surpris par notre démarche, il se montre ensuite ravi lorsque nous évoquons nos métiers respectifs et le travail accompli avec le capitaine McKee, médecin de la 326e compagnie, rattaché à la 101e division de parachutistes. Notre aide sera la bienvenue, et le major nous apprend qu'il est neuropsychiatre, donc un chirurgien expérimenté ne serait pas trop. Prudent, il nous informe toutefois qu'il va se renseigner auprès du capitaine McKee, avec lequel il travaillait encore au château de la Colombière il y a 3 jours. Nous lui laissons notre adresse afin qu'il puisse nous contacter en cas de besoin. En attendant, nous poursuivons notre balade main dans la main. Des camions, des jeeps, des chars ne cessent d'aller et venir. Les habitants font très souvent un signe de la main joyeux aux occupants des véhicules. Walter connaît bien la ville tant il l'a arpentée. Nous passons à proximité de la place du marché aux pommes, où des parachutistes de la 101e patrouillent au milieu des bâtiments détruits. Mais nous poursuivons jusqu'à la place de la République, un peu moins dévastée. Je suis d'ailleurs surprise de voir qu'au nord de cette place subsiste une galerie couverte et des maisons médiévales, dont certaines ont dû vraisemblablement être remaniées au siècle dernier. Un peu plus loin, je ne peux en dire autant de l'église Notre-Dame, qui a été bien endommagée par les bombardements. Toutefois, elle est encore debout. Nous allons jusqu'au port. Walter ne cesse de me regarder et me tient enlacé. Nous nous arrêtons un moment au bord de l'eau pour échanger un long baiser. Peu à peu, je me suis détendue, oubliant pour cet après-midi les bombardements, tous ces soldats blessés physiquement et moralement. Nous sommes dans la contemplation l'un de l'autre quand une exclamation me fait sursauter. Je me retourne pour me trouver nez à nez avec ma mère, accompagnée d'une dame d'une 50aine d'années qu'elle me présente comme Augustine, chez qui mes parents sont hébergés. Nous tombons dans les bras l'une de l'autre. Elle me chuchote à l'oreille que mon père lui a parlé de mes crises d'angoisse. « Ne reste pas seule avec tes idées noires, chérie. Tu peux compter sur Walter. Dans un couple qui s'aime, on partage ses soucis. Ça fait du bien d'en parler. » Mais nous ne nous attardons pas, on ne sait jamais. Cette rencontre fortuite me fait pourtant du bien, et je souris lorsque j'entends Augustine murmurer à ma mère, en confidence, qu'elle se laisserait volontiers séduire par le bel homme qui m'accompagne. « Dans vos rêves, Augustine, pensais-je, il est à moi. » Nous rentrons à temps pour le dîner, autour duquel je ne m'attarde pas. J'ai encore besoin de récupérer. Dans l'intimité de notre chambre, au calme, la tête sur le torse de Walter, je lui confie mes peurs depuis que nous sommes recherchés, mes craintes de lui avoir imposé mes choix en l'obligeant à me suivre et à déserter. « Si la Gestapo t'avait arrêté, je t'aurais suivi, quitte à mourir avec toi. »« Heureusement que je t'ai suivi alors, rétorque-t-il avec un tendre sourire. Tu avais raison. Nous sommes encore en vie, tous les deux.
grâce à ton obstination. De toute façon, je n'avais pas envie que nous soyons séparés. Certes, la situation n'est pas idéale, mais elle serait pire, même si je n'avais pas été dénoncée. Nous aurions été séparés, car j'aurais alors dû suivre ma division. Je me serais retrouvé à Cherbourg, et aujourd'hui, je serais encerclé dans cette forteresse qui finira par se rendre. Ses mains caressent mes épaules et mon dos, déclenchant en moi des ondes de bien-être. Après quelques secondes de silence, je change de sujet et lui raconte les bons moments de mon enfance, la fillette intrépide que j'étais. « Je crois que tu n'as pas vraiment changé, me dit-il. Tu es toujours aussi téméraire. La preuve est hier soir, quand tu étais déterminé à nous rejoindre. D'ailleurs, où as-tu déniché ce revolver ? C'est ma mère qui me l'a confié. Elle en a un aussi. Fais voir. » Je vais chercher ma besace et je sors le Webley Pocket et le couteau scout que j'y avais mis. Walter considère les deux armes attentivement. « Et tu as appris à t'en servir ? » ?»« Évidemment. Sinon, à quoi ça me servirait d'avoir un engin pareil ? Mais, si tu veux savoir, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir, sauf pour tirer sur une cible à l'entraînement. Quant au couteau scout, il était à mon père. Quand je disais que tu étais toujours aussi téméraire et surprenante, c'est vrai que ta mère a dit que tu étais un garçon manqué, mais je te préfère en fille. Je me noie dans le gris bleu de ses yeux, incapable de lui répondre. Je m'abandonne lorsque ses lèvres douces se posent sur les miennes, et je m'endors apaisée par ses baisers, comme une bienheureuse.